Merci beaucoup, professeur Gérard Bourrel. C'est un honneur d'être ici parmi vous. C'est un honneur de passer après la brillante conférence d'Agnès Oudé qui vous a dit à quel point la relation entre médecins et patients amène à potentiellement aujourd'hui vous retrouver face à des questions assez incroyables de patients qui vous parlent d'hypnose pour arrêter de fumer, potentiellement d'activité physique adaptée que vous devez prescrire désormais de façon obligatoire pour certains patients sous ALD, de psychothérapie spécifique. Et on voit arriver de plus en plus d'interventions non médicamenteuses et je vais essayer de vous convaincre que ces interventions non médicamenteuses sont un véritable atout pour la médecine générale de demain, car j'adore les médecins généralistes, je les vénère et en même temps, je les plains parce qu'effectivement, j'ai cette image du médecin généraliste, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui fait une synthèse. Et aujourd'hui, je vois des médecins généralistes complètement en burn-out, complètement surstimulés par des informations, par des patients qui sont complexes. Ce n'est plus des patients très simples avec une petite grippounette. C'est des malades chroniques avec des comorbidités, avec des traitements extrêmement complexes et sur lesquels, évidemment, il est bien plus difficile de trouver des solutions. Et effectivement, l'image que j'avais de ce cabinet de médecine générale, magnifique, il y a quelques années, aujourd'hui, on le retrouve dans une position où Agnès a très bien dit, il n'y a plus de relation au médecin, c'est terminé, c'est fini. Google, Apple, Watson va répondre à toutes les questions de diagnostic et on va vous proposer toutes les solutions et finalement, il n'y a plus du tout de face à face, il y a juste du côte à côte et sur lequel tous les ordinateurs vont répondre et potentiellement, demain, vous n'existerez plus, c'est clair, puisque les nouvelles technologies vont vous remplacer dans à peu près toutes les cas de figure. Je continue à vous inquiéter ? L'organisation de la médecine générale, François Carbonel, qui va passer après moi, médecin généraliste, à Cabestany, il a quoi? Il a affaire à une administration qui devient de plus en plus lourde, sur laquelle l'ARS lui demande de faire des rapports, des contenus, etc., etc. À l'époque, il était libre, il s'appelait Gérard Bourrel, puisqu'ils étaient dans le même cabinet. Aujourd'hui, François est dans une position sur laquelle il répond plus à un ordinateur, il doit cocher des cases, etc. Et finalement, il n'y a plus de relation avec le patient. Et Agnès a très bien dit. Et attention, voilà arriver les interventions non médicamenteuses, de l'art-thérapie, de l'éducation thérapeutique, des psychothérapies, le mindfulness, tout le monde a entendu parler du mindfulness, des thérapies de pleine conscience, des zoothérapies, la thérapie par l'animal, l'équithérapie, des programmes d'activité physique adaptée pour les patients qui sont en traitement de chimiothérapie sur lesquels on va programmer des programmes d'activité physique, des programmes d'activité anti-chute, etc., des kinésithérapeutes qui ont des techniques particulières, des thérapies également manuelles, des cures thermales, des compléments alimentaires, etc., etc. Je vais passer, cette liste devient absolument pléthorique et où effectivement les patients sont en train de potentiellement les utiliser et que ce que vous avez appris dans les facs, c'était des règles hygiéno-diététiques traditionnelles où, tout à l'heure ça a été dit, le mode de vie. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, on parle bien d'intervention. Et un certain nombre de médecins très bons et surtout très bons à la télé et très bons communicants vont faire des ouvrages pour recommander aux patients, en plus des traitements évidemment conventionnels, un certain nombre de solutions non pharmacologiques potentiellement intéressantes ou potentiellement dangereuses. Je vais y revenir. Et ça ne suffit pas, évidemment, il n'y a pas que de livres sérieux de médecins. Il y a aussi des revues scientifiques, plus ou moins revues scientifiques, excusez-moi, Paris Match, je crois que ce n'est pas une revue scientifique, mais un dossier spécial de Paris Match en janvier 2017 de cette année en disant voici toutes ces médecines naturelles et sur lequel demain ou après-demain, et vous avez tous probablement entendu des patients qui ont commencé à vous dire qu'ils en prenaient, ils en faisaient ou potentiellement on va voir qu'ils ne vont pas nécessairement oser. Et puis Michel Simès est là évidemment pour nous rassurer. Le 7 mars 2017, cette émission a fait un véritable carton à la télévision et tellement que le producteur était très content, ils l'ont rediffusé et Michel Simès et Adrena Cambeu sont allés en Chine et il y avait une opération à cœur ouvert avec un patient qui était sous acupuncture.
Impressionnant, impressionnant. Donc effectivement, changer une valve cardiaque sous acupuncture en France, ça devient un petit peu compliqué. Mais on voit bien des hôpitaux parisiens se lancer dans ces thérapeutiques. Et évidemment, le monde serait quasiment impossible aujourd'hui sans cet excellent site, je plaisante, cet excellent site Doctissimo qui remplace le médecin généraliste et qui vous recommande toute chose ou toute solution. Et potentiellement, j'ai pris un exemple au hasard, douleur à l'estomac, et vous avez une pub associée pour une tisane, le Yogi Tea, donc plutôt un thé spécifique. Et donc, on voit à quel point il y a des amalgames de plus en plus présents. Et on continue dans l'histoire. Donc, Monsieur Giroud, vous connaissez probablement, l'entraîneur de footballeur, il vous recommande de prendre un composé complément alimentaire à base d'escargot et vous allez soigner toute l'arthrose de tous vos patients et ça y est, c'est fait, quoi. Alors potentiellement, vous n'êtes pas au courant, mais les patients sont au courant de ce genre de solution. Et évidemment, le problème derrière va être les réseaux sociaux qui ne font qu'amplifier la consommation, l'usage, et effectivement, potentiellement, des patients moins naïfs. C'est vrai, ils sont moins naïfs. Mais en même temps, et c'est un véritable paradoxe, le monde de l'information est aussi un monde de la désinformation, et avec des dérives à la fois psychologiques, des emprises psychologiques, des dérives sectaires, des abus, des refus de soins, des refus de traitement, et évidemment tout ce qu'il va y avoir autour de non plus la science, mais le marketing. Et on voit bien que cette offre, elle est exponentielle, qu'elle ne s'arrêtera pas d'une façon ou d'une autre, elle ne s'arrêtera pas. Et on pense avec avec certains qu'il faudrait regarder un petit peu plus loin, mais je me suis vraiment intéressé, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là, pour la médecine générale, et évidemment, il n'y a que ici des médecins français, donc cette étude ne vous concerne pas du tout. Donc, elle compare des médecins qui ont été formés dans les années, avant les années 70, entre les années, et donc ensuite dans les années 80, les années 90, et après. Et donc la question est, quelles questions, quels sont les thèmes que vous abordez lors de votre première consultation avec un patient BPCO qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive, en disant, vous abordez quoi comme question spécifique? Et on voit que de génération en génération, uniquement les médecins américains évidemment, ne s'intéressent et continuent à s'intéresser évidemment au sevrage tabagique, c'est quand même un élément important puisque 80% de la BPCO est expliquée par la consommation tabagique, mais à côté, on va regarder les médicaments, on va regarder potentiellement un petit peu la vaccination, et tout le reste disparaît. L'activité physique, la nutrition, et donc finalement, ça en devient quelque chose de tout à fait secondaire. Et c'est une vraie préoccupation, mais je sais bien, ce sont des Américains, et nous en France, et vous en France, vous ne travaillez pas de cette façon. Alors ça m'a intéressé de voir quand même, il y a eu un super rapport, il me semble qu'il y a eu une présidentielle récemment, et en disant, je vais aller voir quand même, j'imagine que s'ils ont fait une enquête nationale, le Conseil de l'ordre des médecins s'est vraiment intéressé aux interventions non médicamenteuses. Peut-être que j'ai un biais de perception, moi il me semble que c'est un sujet important, et évidemment, il n'y a aucune information sur le sujet. Bon. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un atout pour la médecine générale. Pourquoi ? Premier point, c'est que quand je relis cet ouvrage qui vient juste de sortir, qui est assez intéressant, et Agnès l'a dit et l'a redit et l'a re-redit, la médecine générale, elle est avant tout pour remettre de l'humain là où potentiellement M. Simon a évoqué à quel point il va y avoir de la nouvelle technologie. Moi, je pense que vous allez avoir une possibilité de continuer à travailler dans les années qui viennent que si vous êtes dans ce rapport et dans cette alliance thérapeutique. Et donc, en ce sens, les interventions non médicamenteuses font nécessairement appel à de la relation humaine, nécessairement. Deuxième élément, ouf, enfin, en France, donc 2011, c'est relativement récent, la Haute Autorité de Santé fait ce rapport en disant « Il est temps, en France, d'une part d'améliorer le cadre économique et organisationnel, parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans ces interventions non médicamenteuses. Il faut améliorer l'information des professionnels, mais également l'information des patients. Il faut également établir des bonnes pratiques. Vous allez régulièrement consulter des recommandations Haute Autorité de Santé. Elles sont quasiment impossibles à appliquer, tellement elles font 50, 60 lignes. C'est quasi impossible à faire. Donc, comment on peut arriver à avoir des guidelines qui soient relativement concrets sur ces interventions non médicamenteuses et évidemment améliorer l'offre pour les patients? Alors, récemment, l'Académie de médecine, donc en 2013, a fait un rapport. Elle a pris les interventions non médicamenteuses et finalement, elle n'en a choisi que 4. Mais attendez, mais si on part de l'hypnose, en disant l'hypnose tout court,
Mais c'est impossible. C'est comme si on disait le médicament, c'est bon ou pas pour la santé. Mais non, pas du tout. C'est quelle hypnose pour quel problème de santé, à quelle dose, de quelle façon. Donc on voit à quel point encore on n'est qu'au début de l'histoire de quels sont les contenus, qu'est-ce qu'on met, les Anglais parlent de black box, qu'est-ce qu'on met dans le contenu de l'intervention non médicamenteuse pour avoir véritablement un bénéfice santé et potentiellement des risques qu'il va falloir contrôler. Les Américains sont un peu plus précoces que nous sur le sujet. 1998, ils ont créé, après qu'on ait été champion du monde de foot, cet organisme qui s'appelle donc le NCCIH, donc une médecine intégrative sur laquelle il y a des financements de recherche. Et ils disent que la science sera un élément déterminant pour différencier, évidemment, et pour trier les INM qui sont efficaces des INM qui sont abusives et dangereuses. Alors ce besoin de définition des interventions non médicamenteuses avec tous les membres de la plateforme CEPS qui a reçu un contrat de plan État-région sur le sujet, on s'est vraiment questionné longtemps sur comment le définir. Alors est-ce que c'est un mode de vie ? Vous allez chez les Amish, il y a 3% d'obèses, donc ils vivent aux États-Unis. Ou alors, vous avez le mode de vie américain avec 30% d'obèses. Mais ça, c'est un mode de vie, un art de vivre. Une intervention non médicamenteuse a forcément une visée ciblée et ponctuelle. Elle est nécessairement ponctuelle. D'accord ? Ce n'est pas un mode de vie. Deuxième élément, on est très bon en France dans la promotion de la santé. Comme ça a été dit, bouger, bien manger, etc., pas boire, pas fumer. Oui, mais on parle d'action de promotion. Là, l'idée, c'est de changer les comportements. Vous vous rappelez récemment ce monsieur américain, chercheur, qui vient de découvrir quelque chose que beaucoup de médecins connaissent depuis longtemps et que des neuroscientifiques ont démontré dans les années 80, ce prix Nobel d'économie, en disant « l'être humain est irrationnel ». Génial, vous voyez que des gens irrationnels. Donc forcément, il faut de la supervision, il faut un travail de relation qui soit spécifique et ne pas s'adresser qu'au cortex frontal gauche et en disant « tu vas faire et donc ça va marcher ». On sait très bien que de donner une information ne marche pas. Il faut en passer par d'autres voies. Et certains disaient des solutions, et notamment vous allez voir apparaître des travaux sur le domaine qui s'appelle le nudge, sur lequel on va aménager l'environnement et on va considérer que grâce à l'aménagement de l'environnement, on va améliorer la santé des gens. Si vous étiez à Paris il n'y a pas très longtemps, on a installé un piano sur l'escalier et les gens pouvaient marcher et faire de la musique. Vous y êtes ? Vous voyez, vous avez l'image, hein ? Et donc, les chercheurs, oui, je sais, vous avez l'image, mais vous vous mettez bien en tête. Et donc, c'est une recommandation pour dire qu'on va avoir une efficacité sur la santé des individus. Non, mais sérieusement, vous y croyez ? Sérieusement. Alors, est-ce que les interventions non médicamenteuses sont une organisation ? Ben non, évidemment. On est dans une solution personnalisée, juste personnalisée pour un individu. On l'a dit tout à l'heure sur les objets connectés santé, c'est fascinant. Il y a des objets connectés santé, ils sont là que pour mesurer un nombre de pas. En quoi un podomètre a une action significative sur la santé ? Toutes les méta-analyses actuelles sur les podomètres montrent que ça n'a absolument aucun effet après un an. Aucun effet. Aucun effet. Donc, ce n'est pas ça, une intervention non médicamenteuse. Est-ce que c'est une stratégie diagnostique ? Mais ça, c'est le job du médecin, de faire de bons diagnostics et de le faire le mieux possible. Donc, ça ne sera jamais une intervention non médicamenteuse. C'est fait uniquement pour traiter un problème de santé, soit à visée de prévention, soit à visée de soins, soit à visée de guérison. Et évidemment, non pas dans une médecine alternative, mais dans une médecine complémentaires. Et je voudrais insister là-dessus. Pour l'instant, les interventions non médicamenteuses ont été essentiellement pensées comme soit des informations un petit peu de santé publique générale, soit en fin de vie pour, entre guillemets, servir un peu la qualité de vie finale. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des actions spécifiques. Et donc, on se situe aujourd'hui dans un entre-deux où depuis le décret de 2016, vous devez prescrire des programmes d'activité physique adaptée, mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment les évaluer. On a beaucoup travaillé sur les interventions non médicamenteuses, ce n'est pas un joli terme. Il y a plein de synonymes, mais finalement, on a gardé celui-là parce que c'est une appellation qui dit beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de développer parce que je suis pris par le temps. Et on en a fait une définition.
Et je pense que la seule façon d'avancer sur la séparation de tout ce qui va être de l'ordre du mystique ou du culturel et ce qui va être de l'ordre de la santé, c'est évidemment d'appuyer ces interventions non médicamenteuses sur la science et surtout de former les professionnels à toutes les questions qui ont été largement et brillamment évoquées par Agnès. Donc, les évaluer, comment? Par effectivement l'evidence-based medicine. Et il y a tout un courant là-dessus. J'ai compris que Bruno Falissard aurait un petit peu de retard, mais c'est un hommage que j'aimerais lui rendre parce que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de travailler, notamment dans son équipe INSERM, pour évaluer, pour faire des rapports qui sont à votre disposition. Il est clair qu'on a, au CHU de Montpellier, fait ce genre de programme d'éducation thérapeutique. On les a testés de façon spécifique et aujourd'hui, on montre que non seulement on paye les professionnels de santé, mais en plus, on fait des économies de santé et surtout et avant tout, les patients ont une meilleure qualité de vie et un meilleur état de santé. Et on voit se multiplier. Je voudrais être très, très schématique, mais vous montrer à quel point, aujourd'hui, la recherche dans le monde non pharmacologique est, en termes de publication, plus importante que celle du domaine du médicament dans différents secteurs. Environ 93 000 publications par an. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plateforme CEPS, demain, on va dire après-demain, en janvier 2018, vous aurez accès à ce site qui s'appelle Motrial.fr et sur lequel vous pourrez télécharger les essais cliniques qui vous intéressent sur l'ensemble des domaines des interventions non médicamenteuses. Autre point particulier, c'est que vous devez collaborer avec nous, chercheurs, sur des questions de surveillance. Vous devez nous dire ce qui se passe. Et pour l'instant, ce qui est effrayant, c'est que la Haute Autorité de Santé regarde essentiellement le médicament et potentiellement le dispositif médical, mais ne regarde pas ce qui se passe dans ces pratiques. Et vous êtes, vous, au contact des patients. Il faut nous dire ce qui se passe. Et donc, je n'ai pas le temps de vous dire qu'il y a quand même des organisations en place qui se mettent en place. Il faut les recenser, ces interventions non médicamenteuses. Ce qui est très frustrant, c'est que pour l'instant, quand on lit une étude, on voit juste exercise, on voit juste diet, juste un régime, mais on ne voit pas plus précisément les contenus. Et il y a un auteur australien qui montre et qui explique à quel point il faut aller beaucoup plus loin dans la description de ces interventions non médicamenteuses. Donc des ontologies sont en cours de constitution. Et pour conclure, Gérard, désolé, le premier point, c'est que face au déferlement des interventions des interventions non médicamenteuses, le médecin généraliste doit être un révélateur des bonnes pratiques et des dérives. Et vraiment, pour sauver le médecin généraliste, je pense qu'il y a un élément important, c'est que vous allez avoir de plus en plus de patients qui utilisent, et donc potentiellement, c'est faire de la recherche avec un certain nombre de domaines. Vous allez être un rempart également face à une médecine toujours plus technologique, et donc en les intégrant dans les parcours de santé le plus tôt possible dès le diagnostic, et potentiellement aussi dans le cadre de comportements à risque avant même potentiellement que les patients soient malades. Et évidemment, vous allez être un acteur clé d'un système de santé qui évolue du cure vers le care et vers la prévention, et sur lequel, évidemment, cette médecine comportementale, on n'en est vraiment qu'au tout début, mais vous allez collaborer au changement de comportement des patients. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste remercier le département de médecine générale pour le travail qu'ils font avec nous.